Je conteste très fermement avoir commis une quelconque irrégularité en la matière. Mais surtout, j'allais très vite découvrir que ce projet, il allait totalement m'accabler. Des perquisitions ont donc eu lieu aujourd'hui à la mairie et au siège de la communauté urbaine du Havre. Prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et de harcèlement. J'étais même frappé quand j'ai vu les deux signatures en plus sur la même page. La convention a été signée par elle et par Édouard Philippe. Elle, en tant que présidente de l'association, elle était donc déjà aussi adjointe au maire. La prise illégale d'intérêt, c'est le fait d'avoir un intérêt personnel lorsqu'on prend une décision publique. 2 millions sur 4 ans, ça me semblait être des salaires plutôt de jeunes banquiers d'affaires que de jeunes salariés d'une association naissante. Je conteste, c'est vrai, l'idée qu'elle serait une lanceuse d'alerte. Très vite, je me suis heurté à une véritable réticence à communiquer quoi que ce soit. Elle m'explique après, uniquement verbalement, qu'il ne faut plus rien écrire surtout et ne pas laisser de traces. En fait, c'est pas une question d'enrichissement personnel forcément, c'est une question de trahison de l'intérêt général. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit, il peut pas prendre de tels risques, c'est trop gros. Il doit y avoir une bonne raison. Mais cette bonne raison, je l'ai toujours pas. Alors, j'ai un très long parcours dans différentes administrations, administrations centrales, et puis aussi des collectivités, de nombreuses collectivités dans lesquelles j'ai œuvré sur des postes de direction générale. On appelle ça les postes fonctionnels. Ce sont des postes souvent de haute responsabilité où on va avoir beaucoup d'équipes et beaucoup de dossiers très différents. J'ai été recruté à la communauté urbaine du Havre en 2020. Je suis arrivé 2-3 mois après le retour à la tête de la ville et de la communauté urbaine du Havre d'Édouard Philippe. Édouard Philippe n'est plus le même que lorsqu'il est parti du Havre en mai 2017. Il a maintenant 3 ans d'expérience d'un Premier ministre. Et je crois que pour le Havre, mais aussi pour tout le territoire de l'agglomération, c'est une vraie chance. On m'a dit tout de suite qu'il y avait un sujet que je devais surveiller comme le lait sur le feu. C'était la fameuse convention passée avant que j'arrive avec la French Tech LH sur l'animation de la cité numérique. Quand on pense au Havre du futur, forcément, on évoque la cité numérique dans laquelle je vais me rendre tout de suite parce qu'il y a des startups qui ont des idées peut-être intéressantes pour l'avenir. On m'a dit que s'il y avait un sujet prioritaire, c'était celui-là. On m'avait dit que c'était une convention originale, puisqu'on n'en fait pas beaucoup, des SIEG. Moi aussi, c'est la première fois que je l'avais vu. Donc, on m'avait dit que là, l'enjeu, c'était que ça se déroule bien, que le projet soit mené à bien. Et donc, c'était vraiment ma toute première priorité, au détriment de toutes les autres. Et d'ailleurs, j'allais très vite découvrir que ce projet, il allait totalement m'accabler. Donc c'était une cité numérique, c'était un grand bâtiment phare, Totem, un très beau bâtiment qui d'ailleurs a été érigé par les équipes d'ailleurs que je pilotais aussi. Donc il venait d'être livré et il devait sur une partie des surfaces abriter donc une sorte d'incubateur coworking, donc un espace qui devait être dédié à l'animation d'un écosystème dans lequel on allait développer des startups, se faire rencontrer des startups avec des acteurs de l'innovation du territoire et créer des nouveaux projets pour l'écosystème économique, mais plus largement aussi pour un territoire plus smart, plus innovant. Pourquoi on m'a dit de porter un regard très vigilant sur le déroulement maintenant du projet et la mise en œuvre du projet de la French Tech LH? Parce qu'on m'avait dit justement que c'était une forme de SIEG, que c'était une forme un peu innovante de conventionner et que il n'y avait pas beaucoup de recul en France sur ce type de montage et donc il fallait être exemplaire. Je sentais qu'il y avait un peu d'inquiétude autour de cela et c'est vrai donc j'ai demandé à voir la fameuse convention qui a été passée entre l'association, donc la présidente et mon président Édouard Philippe. Et j'ai vu la convention et effectivement, j'ai été plus que
interpellé, j'étais même frappé quand j'ai vu les deux signatures en plus sur la même page. À la tête de l'association, on avait mis Madame de Baselère, donc qui était une ancienne entrepreneure, fondatrice d'entreprises du numérique sur les territoires. Notre marché et les solutions de communication smart. Alors par smart, on entend tout ce qui se réfère aux nouvelles technologies de la communication. Qui était visiblement une proche, selon ses propres dires, d'Édouard Philippe. Et elle était déjà à l'époque où la convention a été signée par elle et par Édouard Philippe, donc elle en tant que présidente de l'association, elle était donc déjà aussi adjointe au maire en charge du numérique, de l'innovation, et aussi conseillère communautaire. Et ça me semble a priori, mais pas du tout normal. En l'occurrence, elle est à la fois actrice et décisionnaire, c'est ça? Potentiellement aussi contrôleur et contrôlé. Je me suis dit, je suis arrivé dans une collectivité sérieuse qui est très très regardée par tout le monde. À la tête de la collectivité, il y a un conseiller d'État. Et en plus, j'avais déjà fait la connaissance des services juridiques qui me semblaient extrêmement rompus aussi. Si les juristes, ils l'ont validé, et si Édouard Philippe, il a signé ça, il l'avait quand même vu qu'il a signé sur la même page, sur des montants extrêmement importants, hein, plus de 2 millions sur 4 ans, sachant que c'était un financement régressif, parce que l'idée, c'était derrière, on finance un maximum au début, le temps qu'elle puisse monter en charge, et après, progressivement, le financement s'estompe, le temps que justement l'association puisse développer des activités propres et surtout des ressources propres ou au moins diversifier ses financements pour qu'on ne soit pas en plus la seule collectivité à la financer. La première chose qui m'avait étonné, c'était finalement le profil de ceux qui étaient censés accompagner des startups et qui n'étaient pas du tout rompus à l'accompagnement des startups et qui n'avaient pas du tout les profils qu'on trouve normalement dans des incubateurs très pros que moi j'avais connus avant. Je retrouvais pas ces métiers-là dans l'équipe de la French Tech LH. C'était une équipe toute resserrée avec donc ce volume très très énorme de financement. Dans un premier temps, je voulais qu'il me présente l'activité. Et après, je voulais aussi qu'il me présente effectivement de la ventilation des coûts. Très vite, je me suis heurté à une véritable réticence à communiquer quoi que ce soit. On nous reprochait une sorte d'ingérence. Et j'ai quand même réussi à alerter sur ce flou total. J'ai sensibilisé ma hiérarchie directe, donc les directeurs généraux des services, sur cette problématique, qui a dit dans ces cas-là, il faut que tu mettes en place un comité de suivi, ce qui n'était pas prévu dans la convention. Et dans ces comités de suivi, il y avait aussi bien sûr la présidente de l'association, dont c'était jamais très très clair si elle s'exprimait en tant que présidente de l'association ou en tant que adjointe au maire, voire en tant que déléguée communautaire. Donc c'était très très flou son rôle là-dedans. Mais nous, ça nous permettait au moins d'acter nos demandes. Il n'y avait pas de réponse finalement aux demandes qu'on avait, que ce soit sur l'activité ou sur ou sur la trajectoire financière. J'ai vu la masse salariale sans aucun détail. J'ai essayé de faire des calculs. Je suis arrivé à l'époque quelque part entre 60 ou 70 000. Je n'ai pas la preuve que c'était exactement ça. Donc le salaire annuel moyen d'une toute petite équipe de gens qui étaient plutôt juniors, à part 2 personnes. Je me souviens avoir dans les derniers comités de suivi avoir avancé cette estimation-là. Et ils ne l'ont jamais. Ils étaient très choqués que je dise que ça me semblait être des salaires plutôt de jeunes banquiers d'affaires que de jeunes salariés d'une association naissante. Et ça les avait beaucoup chagrinés, mais ils ont jamais contredit le chiffre que j'avais avancé. Par contre, on m'a obligé d'enlever ce calcul du compte rendu. À la fois, on voulait que je creuse et que je finisse par clarifier et obtenir, et en même temps, on était très très mal à l'aise avec le fait que j'arrêtais pas de leur apporter des mauvaises nouvelles, et on m'a fait comprendre aussi que j'avais pas le droit d'être trop dur ou trop clair non plus dans les écrits. On marchait
tout le temps sur les œufs dès qu'il s'agissait de challenger directement, notamment Madame de Baselère. Les villes qui ont voulu céder à la mode, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qui ont cédé aux sirènes des technologies, ont fait beaucoup d'expérimentations sans avoir une véritable stratégie. Et c'était très très difficile de mobiliser Édouard Philippe pour qu'il exige de son adjointe de démissionner de ce poste-là. Et elle nous l'a jamais finalement pardonné. Et elle est restée dans les instances de gouvernance de l'association. Et l'association, d'après mes dernières informations, est restée domiciliée à son domicile à elle jusqu'à la fin. À la fin de l'année de 2021, j'obtiens un certain accord de la direction générale et d'Édouard Philippe pour mettre fin à la convention, une fin anticipée, qu'on va sinon droit dans les murs et que ça va être aussi très risqué pour la collectivité. Et je sens tout juste que le malaise est de plus en plus grand. J'ai le mandat de sauver l'association à tout prix. Il y a des instances qui se réunissent pour voir si on peut encore leur injecter des centaines de milliers d'euros in extremis, faire des subventions de sauvegarde de l'association. Et bon, finalement, là, quand même, tout le monde se mobilise, les juristes aussi, en disant non, c'est juste pas possible. Là où je comprends que les choses se coursent vraiment pour moi, c'est quand l'association commence à faire une lettre, un courrier à Édouard Philippe, dans lequel elle me met directement en cause. Ce courrier de l'association donc coïncide avec l'arrivée de la nouvelle DG, la nouvelle DGS. Elle me reçoit et il y a un froid étonnant entre elle et moi, et que j'ai l'impression que c'est pas les mêmes rapports qu'elle a avec mes pairs. Je pense jusqu'à la fin que tout cela est peut-être juste malheureux, que l'association n'ait pas réussi, qu'on s'est trompé dans les recrutements, que la collectivité s'est trompée dans les recrutements. Ça arrive de miser sur le mauvais cheval. Je veux que ça se passe au mieux. On a entre-temps, on a identifié et quelque part topé avec l'école 42, donc on a créé une sorte d'association en franchise école 42 pour créer une école 42 et pour enfin remplir cette cité numérique qui était terriblement vide, il faut le dire. En même temps, il fallait gérer donc quelque part, moi j'appelle ça les contractions presque post-mortem de l'association. Et là, c'est son avocat qui, un jour de l'association, me dit vous avez intérêt à trouver un moyen de réinjecter des sommes colossales dans l'association pour éviter la liquidation, parce qu'un liquidateur un peu zélé pourrait faire usage d'un article 40. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Il y a un véritable risque pénal pour votre président. Il me l'a dit aussi clairement que ça. J'appelle tout de suite la directrice des affaires juridiques. Je lui dis rassure-moi, il bluffe. Et là, elle débarque blême dans mon bureau en personne. Et elle me dit non, il bluffe pas, il a raison. Et c'est vrai que le risque pénal est énorme et je vais te faire remonter tous les éléments parce que nous, on avait alerté avant que la convention elle soit signée. Dans les mails, on sentait très fort que ça pouvait être interprété comme un contournement des règles des marchés publics, d'autant plus qu'il y aurait qu'un seul candidat. Dès le départ, on alertait aussi très fortement sur le cumul des fonctions pour Stéphanie de Baselère, donc c'était particulièrement fortement déconseillé que ce soit elle la présidente. Les services avaient relayé toutes ces alertes. On n'en a pas tenu compte. Je fais de suite une note qui fait plusieurs pages où je remets toutes ces alertes. Moi, j'ai plus de solution, je sais plus quoi faire. On ne peut pas renflouer les caisses de l'association pour éviter la liquidation. On n'a pas le droit de faire ça, mais en contrepartie, on me dit que si ça va à la liquidation, vous pourriez être inquiété. Et donc, moi, je suis sûr qu'il a une réponse à ça. Et j'attends un peu sa réponse. Ma DGS, donc, qui, dans un texto, me dit toi et ta collaboratrice,
tenez-vous loin maintenant de tout ce dossier en lien avec la French Tech LH. Et elle m'explique après, uniquement verbalement, qu'il ne faut plus rien écrire surtout et plus rien dire même au téléphone sur ce sujet-là, qu'il faut plus que se parler en direct là-dessus et ne pas laisser de traces. On m'exclut des réunions. Tout d'un coup, mes collaborateurs ont des réunions sans moi directement avec la directrice générale. Donc ça se multiplie, ça devient complètement délirant. Je me rends compte que mon assistante, elle voit que je mens pour protéger ma propre hiérarchie et pour protéger les équipes aussi, parce que je veux pas que les équipes soient partie prenante là-dedans. Ma hiérarchie m'a dit, voilà, tu recrutes cette personne et après, je vais la rattacher directement à moi. Donc, je vais l'enlever de ton portefeuille. Donc, finalement, ils n'ont pas eu à faire tout ça puisque, entre-temps, je me suis effondré. Je m'effondre littéralement en toute fin novembre 2022. Je suis immédiatement mise en arrêt par des psys sous traitement. Je mets tout d'un coup en place une sorte de frise chronologique de mes alertes avec les pressions que j'ai subies. Et là, tout d'un coup, mais c'est vraiment en une demi-heure, ça semble comme une évidence que toutes les pressions sont directement liées ou pratiquement au jour même de mes alertes qui allaient crescendo. Je connaissais même pas ce que c'est que lancer une alerte. Je me renseigne et je vois que je suis dans une situation de lanceuse d'alerte et je dis mon devoir c'est donc maintenant de porter l'alerte plus haut. Et donc je saisis immédiatement la défenseure des droits et en même temps je fais un courrier à Édouard Philippe où je lui dis que je saisis la défenseure des droits. Le défenseur des droits est une autorité indépendante créée en 2011. Sa mission: veiller au respect des droits et libertés des citoyens par les administrations et les organismes publics. Le constat que je me fais aujourd'hui a posteriori, mais comment ça se fait que je sois la seule à avoir alerté? Et c'est quelque chose qui, a posteriori, me met assez en colère parce qu'il y avait des dizaines de personnes qui étaient au même niveau que moi et au même niveau d'information aussi, mais aussi au-dessus de moi. Tous les garde-fous ont totalement capoté. Qu'a fait le contrôle de légalité, qu'a fait a posteriori d'ailleurs aussi la Chambre régionale des comptes qui a quand même audité la collectivité sur la période, qu'ont fait tous mes collègues DGA. L'article 40, c'est pas une option, hein, c'est une obligation pour un agent public. Depuis le début, je ne pouvais pas y croire. Je me dis, il peut pas prendre de tels risques, c'est trop gros. Il doit y avoir une bonne raison. Mais cette bonne raison, je l'ai toujours pas. Je l'ai pas. Je sais franchement pas. Pour moi, c'est vraiment la grande inconnue. Et c'est ça qui me semble aussi qui doit être clarifié par les enquêtes. Nous, on a déposé une plainte il y a 18 mois, une plainte qui portait sur un certain nombre d'infractions, d'atteinte à la probité. Sauf que quand on dépose une plainte auprès du parquet, en l'espèce le parquet national financier, le procureur de la République, j'allais dire, enquête. Et vis-à-vis de la plaignante, nous sommes, j'allais dire, aveugles, sourds, muets. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès aux éléments de l'enquête, ni même à l'axe qui est choisi par le procureur pour enquêter. On est en période préélectorale. Édouard Philippe s'est déclaré candidat à la présidence de la République. Les sujets auxquels le pays a à faire face sont infiniment plus sérieux que les vendettas de hauts fonctionnaires un peu déçus ou aigris. On a une inquiétude sur la réalité de l'enquête et la manière dont cette enquête, en toute indépendance, serait menée. Et donc, la plainte avec constitution de partie civile vise en réalité à faire nommer un juge d'instruction. Le deuxième avantage, c'est qu'on va avoir accès à la procédure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un juge d'instruction est désigné, est nommé, alors les parties ont accès à la procédure. Et donc, on va savoir ce qu'il y a dans le dossier, quelles enquêtes ont été menées, et surtout, on va pouvoir orienter l'enquête. C'est-à-dire que si on estime que l'enquête prend un chemin qui ne nous convient pas, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des demandes d'actes et demander au juge d'instruction de faire un certain nombre de choses dans la direction que nous estimons, nous, légitime et loyale au regard de la plainte que nous avons déposée. On comprend que la justice, elle a besoin de temps. Et je comprends, surtout dans une affaire comme celle-ci, c'est lourd, c'est lent, il y a des dizaines de personnes certainement à auditionner.
Mais il faut quand même dire, dans notre cas, il y a des gens derrière, des lanceurs d'alerte, qui subissent des conséquences très graves sur notre santé, notre économie, sur nos familles, sur nos proches, sur notre parcours. Notre vie, elle est marquée à jamais par cela. Moi, mais je suis pas la seule, et d'autres, on est aujourd'hui obligés de faire un appel aux dons pour pouvoir financer une procédure qui est uniquement dans l'intérêt général. J'ai absolument rien à y gagner. C'est vraiment un très très grave dysfonctionnement là aussi de nos institutions, il me semble.